Je ne suis pas quelqu'un qui vivre dans l'adrénaline. Je n'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas le grand frisson. Parce que pour moi, le grand frisson, il est synonyme de prise de risque et de peur. Quand j'arrive en haut, je suis dans le contrôle. Alors, je m'appelle Jean-Yves Fredriksson. Tout le monde m'appelle Blutch dans le monde de la montagne et du parapente. Surnom que je traîne depuis 15 ans, depuis l'âge de 15 ans. J'ai 49 ans, j'habite dans une petite vallée toute tranquille du Chablais, à la frontière de la Suisse. Et j'ai la chance d'avoir acheté une vieille ferme à rénover dans un endroit complètement paumé, pas très loin du lac des Plagnes, dans la vallée d'Abondance. Et puis malheureusement, mon métier de guide de haute montagne m'éloigne souvent de cette belle vallée. Is it not the most beautiful rock? Je trouve que mon métier est très stressant. Quand j'ai la vie des gens entre mes mains, j'y mets toute mon énergie. Donc quand j'ai travaillé 100 journées, 120 journées dans l'année, je frôle le burn-out. Donc il y a beaucoup de repos, il y a beaucoup de temps libre entre chaque période de travail. J'ai grandi dans un petit massif de montagnes du nord-est de la France, dans les Vosges. Et mes parents étaient des touche-à-tout, autant sportivement que culturellement. Comme ça que je me retrouve à faire du violon. C'est comme ça que je me retrouve à aimer toutes sortes de spectacles. Et du coup, j'ai grandi dans les montagnes, mais mes parents n'étaient pas particulièrement focus montagne. J'aimais bien l'escalade, certes. Après, quand mes parents m'ont emmené en haute montagne, je me souviens avoir bien pleuré aussi. Hein. C'était dur. Ça pouvait, bon, après, je sais pas si oui, ça pouvait faire peur aussi. Mais là, je parle d'avant 10-12 ans. Et puis à l'âge de 14 ans, 15 ans, je perds mon meilleur pote d'enfance. Il s'est tué dans une avalanche. Et tout bêtement, première chute de neige. Et ça a été assez déclencheur. Cet accident a fait que j'ai toujours voulu un petit peu me venger de la montagne. Il y avait quand même ça. Le sommet complètement passé. Mais je pense qu'au début, le déclencheur, c'est l'accident de mon pote. J'ai eu plusieurs périodes de ma vie dans cette passion montagne. Au début, je faisais des big walls. Et j'adorais aller ouvrir avec des copains ou tout seul des grandes parois où on passe plusieurs jours, plusieurs semaines accrochés à la paroi. Et puis, on a tous commencé à être mariés, à avoir des enfants. Et les copains, ils ont pendant quelques années, 2-3 ans, ils ont arrêté de vouloir partir en expédition. Et là, j'ai rencontré Jean Troyer. Jean Troyer, c'est un alpiniste suisse très célèbre, avec des gros sponsors, avec Rolex. Et du coup, il avait l'argent. Il m'a dit « Hey Blutch, tu veux pas venir grimper avec moi? Tu feras la trace, tu porteras le sac à dos. » Et puis moi, Jean, il avait 60 ans à l'époque. Et du coup, il était content d'avoir un petit jeune motivé pour partir en expédition avec lui. J'ai grimpé avec lui sur 5 expéditions en Himalaya. Et puis ensuite, il a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral à l'Annapurna. Je lui ai sauvé la vie. Là, le problème, c'est qu'après, il n'avait plus le droit d'aller en haute altitude. Sa famille, les médecins, ils ont dit il faut arrêter, autrement tu vas y laisser ta peau. Et là, moi je découvrais les 8000, je découvrais le parapente bivouac. Je me suis dit je veux continuer à aller en Himalaya, donc j'ai fait du parapente bivouac. J'ai fait du parapente bivouac jusqu'à 2019, jusqu'au Covid, à la pandémie. Et puis là, ma famille a parti en éclats. La mère de mes enfants en avait marre de ma passion. Et pendant 4 années, j'ai quasiment arrêté la montagne. J'ai arrêté.
je voulais vendre tout mon matériel de parapente, de ski, d'escalade. Je voulais tout arrêter. Et pendant 2 ans, j'ai vraiment arrêté le métier de guide, travaillé dans un bureau, derrière un ordinateur. Et puis voilà, j'ai rencontré la bonne personne et je suis retombé amoureux. Elle m'a ramené à la montagne. Et puis l'année dernière, comme ça, je dis, tu sais, j'ai toujours rêvé de retourner faire un grand 8000. Parce qu'avec Jean Troyet, je faisais des petits 8000. Et là, j'avais envie de tenter soit un Everest, soit un K2, par un itinéraire sauvage. Je ne suis pas du tout attiré par les voies normales, par les cordes fixes, par les camps surfréquentés, par les rassemblements de grimpeurs. C'est vraiment pas mon truc. Et là-dessus, je suis assez sauvage. Et puis, bien évidemment, là, la question ne se pose même pas. L'idée, c'était de redescendre en parapente. Dès le départ, l'idée, c'était de redescendre en parapente. Et c'est pour ça que je suis parti seul. Je ne vais pas grimper avec un camarade et l'abandonner en haut du K2 en parapente. Et puis aussi, j'avais pas du tout envie d'avoir à gérer quelqu'un. Je voulais faire un truc pour moi, pour me reconstruire mentalement, pour repartir du bon pied dans cette nouvelle vie. Et du coup, c'est clair que j'avais envie de vivre un truc solitaire et personnel pour tourner une page. So it's a Patagonian game. But... Pourquoi Néo? Parce que Eric Roussel. Eric, je vais vers lui, on s'était croisés 2-3 fois, mais je vais vers lui, je crois, en 2010 ou 11. Et puis ensuite, Eric m'a toujours suivi à chaque fois que j'ai eu un grand projet, alpin ou Himalaya. Et puis voilà. Maintenant, on est très proches. Et là, pour le K2, en l'occurrence, l'ennemi, c'est le poids. Donc assez tôt, je suis allé vers lui pour essayer d'alléger le harnais, d'alléger le sac à dos. Et puis ils sont incroyables. Toute l'équipe est incroyable. Mathias, Marie, etc. Laetitia. Ils m'ont... ce qui est cool, c'est qu'ils sont à mon écoute aussi, quoi. Si je leur dis j'aimerais bien faire ça, non, ça tu peux pas le faire. Par contre, on peut te faire ça. Mais ce serait pas mal ça. On va retenir l'idée aussi pour nous, tiens. Et en fait, c'est de l'amitié, c'est de la complicité. C'est super satisfaisant quand on donne notre avis et notre retour, que la semaine suivante, il y a des petites modifications qui soient faites sur son harnais de parapente ou sur son sac à dos, quoi. Et cette boucle-là qui manque ou qui est superflue, qu'on peut éliminer pour alléger le sac à dos. Et puis tiens, si on rajoutait ça, et ils ont plein de bonnes idées, quoi. Et moi, ils me font halluciner parce que j'ai l'impression d'être l'homme de terrain. Et ils ont des super bonnes idées. Et puis ils ont envie d'innover, quoi. En termes de philosophie, je trouve ça incroyable de faire du textile made in France. Des petits pains frais. J'ai pris un petit peu de salade pour... Ça, c'est du pâté maison de ma maman. C'est ma maman qui fait ça. Ça, c'est du fromage d'abondance qui vient de la ferme juste en dessous. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, j'ai pris une petite bouteille de vin rouge. Et j'ai oublié les chaussons d'escalade. J'ai pas oublié le tire-bouchon. Ouais, alors après, pour moi c'était une évidence que j'allais pas traverser la planète, aller jusqu'en Himalaya pour tirer après des cordes et puis grimper avec 100 personnes devant, 100 personnes derrière. Donc, comme je l'ai déjà dit, je voulais grimper une voie sur le K2, mais par expérience, je ne voulais pas dire je vais tenter cette voie-là. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en Himalaya. C'est la montagne qui décide. S'il y a beaucoup de neige là, tu vas pas là. Si la glace est trop dure, trop noire, par là, tu vas pas là. Si cette année-là, il y a une énorme barre de glace, un gros sérac qui a vraiment pas une bonne tête, bah, tu vas pas là non plus. Et du coup, j'ai dit dans ma tête, c'était clair que je me déciderais en arrivant au camp de base. Et quand je suis arrivé au camp de base du K2, assez rapidement, il y avait une combinaison de 3 voies mythiques qui m'a sauté aux yeux. Et je dis 3 voies mythiques parce que, pour revenir à mes 15 ans, quand mon meilleur copain est décédé, le grimpeur de légende, c'était Jerzy Kukuczka. Jerzy Kukuczka, c'est la 2e personne sur la planète, après Reinhold Messner, à avoir grimpé les 14 000 sans oxygène, souvent en hiver, souvent par des voies nouvelles. Et c'était une machine de guerre, un Polonais ultra fort. Et du coup, le début de l'itinéraire que je fais, c'est un itinéraire Jerzy Kukuczka. Ensuite, il y a une traversée Messner. Messner, Reinhold Messner, voilà. Tout le monde connaît Messner. Tout alpiniste connaît Messner. Et du coup, traversée Messner, et là, je rejoins la voie Season, la voie Tomo Season. Tomo Season qui a été beaucoup critiqué, mais ça me fait marrer de combiner cet itinéraire sur les traces de 3 légendes. 3 légendes de l'Himalaya. Et tac, 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 et à 8000 mètres, je rejoins la voie normale et je finis par la voie historique de l'arête des Abruzzes. Et donc, cette combinaison, elle a été très rarement réalisée. Il y a très peu de grimpeurs qui ont fait cette combinaison de voies et qui ont continué vers le sommet. Et il y en a beaucoup enfin, il y en a quelques-uns, ceux qui ont réussi, ils ont bifurqué vers la voie normale. Et moi, bah, quand j'arrive en haut de cette combinaison de 3 itinéraires, je rejoins la voie normale et il est minuit. Puis je ne suis pas particulièrement fatigué. Je me fais un thé et puis je suis content d'être où je suis et je continue. Je ne veux pas trop passer la fin de la nuit. Et quand le jour se lève, je suis vers le bottleneck. Le bottleneck, c'est la barre de glace sommitale mythique du K2. Et puis une fois que le jour se lève, on en prend tellement plein les yeux que la suite, ça se fait tout seul, quoi. Même si on va très 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 doucement, la suite, ça se fait tout seul jusqu'au sommet. Et sommet, je ne vais pas dire que j'étais pas fatigué, mais sommet avec le sourire, avec la banane. Content d'être au sommet. Et voilà, quoi. Donc j'arrive au sommet du K2, je suis dans le contrôle. Je sais exactement ce que j'ai à faire. D'ailleurs, au bout de 30 secondes, 1 minute, j'enlève mon sac à dos, je sors mon parapente, je me mets dans ma sellette. Et peut-être au bout de 3 minutes, je suis prêt à décoller. Et là, je réalise qu'il n'y a pas une brique devant, que ça va être un peu plus compliqué que prévu pour décoller. Je suis pas quelqu'un qui
vivre dans l'adrénaline. J'aime pas ce mot-là. Je n'aime pas le grand frisson. Parce que pour moi, le grand frisson, il est synonyme de prise de risque et de peur. Donc, quand je réalise un grand projet, que ce soit la traversée intégrale de l'Himalaya en vol bivouac ou l'ascension du K2 par une voie inédite en solo, quand j'arrive en haut, eh ben, je suis dans le contrôle. Je suis pas en train d'exploser de joie, quoi. Quand je vois des explosions de joie de sportifs, je me dis ouh, ils ont peut-être pris un peu trop de risques. Parce que pour moi, les sports de plein air, les sports de montagne, ils doivent être dans le contrôle. Il n'y a pas de place pour l'euphorie, quoi. Il n'y a pas de place pour l'euphorie. L'euphorie, non, elle pourrait faire prendre de trop grands risques. Mais les émotions, c'est une fois qu'on est rentré au camp de base, c'est quand on prend sa chérie dans les bras, c'est hier soir quand il y a tous les copains de la Coupe Icare qui m'offrent des bières et qui sont super contents d'écouter mes aventures. Et c'est là là, en buvant des bières, on peut lâcher il y a de la place pour les émotions, mais pas là-haut. Là-haut, c'est contrôle, on redescend et après,